Je suis très contente d'être là parce que je connais TED depuis plusieurs années. Et c'est toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Et j'ai connu TED justement en regardant une vidéo de Ken Robinson. Donc parler aujourd'hui, juste après Ken Robinson, c'est pour moi un grand honneur. Alors Ken Robinson nous a dit justement dans sa présentation que pour lui, la créativité, c'était d'avoir des idées nouvelles qui apportent de la valeur ajoutée. Et Michel Koster, qui est responsable de l'entrepreneuriat à l'EM Lyon, a décrit lui-même l'entrepreneuriat comme le fait de créer des richesses à partir de l'imagination. Donc finalement, on voit que l'entrepreneuriat est une forme de créativité. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous-même, vous avez déjà créé une entreprise ou si vous êtes en train de créer une entreprise? Oh! Ah oui, quand même. Par contre, ce n'est pas tout à fait représentatif de la proportion de personnes qui ont déjà créé au niveau national, c'est-à-dire en France. En France, la proportion d'adultes qui sont en train de créer ou qui ont déjà créé une entreprise est de 6%. C'est peu. Et ce chiffre de 6% nous classe 56e parmi les 59 pays étudiés. C'est loin. Alors pourquoi est-on si mauvais en entrepreneuriat? Eh bien justement, le GEM qui a fait cette étude a essayé d'étudier un petit peu justement les freins de chacun des pays et les forces et les faiblesses de chacun. Et pour la France, ils ont trouvé quelque chose de vraiment particulier, de vraiment typique à la France. C'est une immense peur de l'échec. Et alors cette peur de l'échec nous vient d'où? Eh bien, elle nous vient en grande partie de notre éducation. Parce que dans notre éducation, il y a quelque chose, il y a une leçon particulière, une règle qu'on nous a apprise et qu'on nous a tellement répétée qu'elle a fini par s'ancrer au plus profond de nous-mêmes. Et cette règle, c'est qu'il est interdit de se tromper. Évidemment, il est interdit de se tromper parce que si on se trompe, c'est soit qu'on ne maîtrise pas son sujet, soit qu'on le maîtrise, mais qu'on n'a pas porté suffisamment attention. Dans tous les cas, c'est complètement inacceptable. On est tous d'accord. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous expliquer comment j'en suis venue à cette petite découverte de cette particularité de l'éducation française. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous expliquer les 4 conséquences de cette règle. Et vous comprendrez très aisément pourquoi cette règle, finalement, elle est très néfaste. Alors, comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de vivre pendant 8 ans en Asie, avec ma famille, et notamment mon mari et mes 2 filles. Donc. Et mes 2 filles étaient toutes petites quand on est partis. Donc elles ont commencé leur scolarité directement en Asie, dans des écoles internationales. Donc en haut, vous les voyez à Shanghai avec leur uniforme de la British School. Vous les voyez ensuite avec leur uniforme de leur école hongkongaise et à droite sans uniforme dans leur école de Tokyo. Et alors en Asie, mes filles ont toujours été très enthousiastes par rapport à l'école, par rapport à l'apprentissage, à l'enseignement. Pour elles, apprendre, ça a toujours été source de plaisir. D'ailleurs, vous les voyez ici à la maison en train de travailler pour la 2e soirée consécutive sur un projet du Cambodge qu'elles avaient décidé de créer et de partager avec leurs camarades de classe. Et puis en 2010, on nous a demandé de rentrer en France. Et en septembre 2010, pour la première fois, mes filles sont rentrées dans une école française. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, leur enthousiasme par rapport à l'école a commencé à diminuer. Elles ont commencé à se plaindre, elles ont commencé à avoir moins envie d'aller à l'école. Elles ont même commencé à avoir peur d'aller à l'école. Elles ont même commencé à trouver que les week-ends de 2 jours, c'est un peu court. Et jusqu'au jour où ma plus grande, qui était l'année dernière âgée de 9 ans, elle est rentrée de l'école, elle s'est effondrée dans le canapé et elle m'a dit « Tu sais, maman, je suis fatiguée. » À 9 ans, si on commence à être fatiguée, c'est dommage. Elle m'a dit « Non, maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir peur de me tromper. » Et en tant que maman, enfin, j'imagine pour vous, ça aurait été la même chose. Ça m'a fait quand même un petit peu mal. Mais en même temps, ça m'a rappelé, effectivement, la règle qu'on m'avait moi-même transmise quand j'étais petite. Cette règle qui est si importante dans l'éducation à la française, il est interdit de se tromper. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment 4 conséquences à cette règle qui font que cette règle, elle est vraiment très néfaste pour nos enfants. Et la première de ces conséquences, c'est l'intolérance. Si je vous fais ce signe-là avec ma main, quel chiffre voyez-vous? Bien. Bonne réponse, en France. Mais mauvaise réponse en Chine. Ce signe-là, en Chine, veut dire 8. Ici, je vous ai ramené 2 calligraphies.
À droite, vous voyez la calligraphie anglo-saxonne, avec laquelle mes filles ont appris à lire et à écrire. À gauche, la calligraphie française que vous connaissez tous. Ma plus jeune fille s'appelle Inès. Quand elle est arrivée en France l'année dernière, elle était en CE1 et qu'elle a commencé à calligraphier et à écrire son nom avec la calligraphie anglo-saxonne, puisque c'était la seule qu'elle connaissait. Des gens de ma famille, assez proches, lui ont dit, et sa maîtresse aussi, lui ont dit qu'elle écrivait mal son nom, qu'elle faisait une erreur sur son nom. Et donc sa maîtresse lui a fait faire des lignes de i à la française pour qu'enfin elle puisse écrire son nom correctement. Jusque-là, admettons, je dirais. Le problème, c'est que récemment, ma fille m'a dit « Mais alors, avant, je n'écrivais pas mon nom normalement. » Et c'est ce mot « normalement » que j'ai trouvé complètement inacceptable. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que, ok, en France, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de codes, et qu'en France, on applique ces codes. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ce que nous devons enseigner à nos enfants, c'est qu'il y a dans le monde autant de codes qu'il y a de culture. Et que si c'est normal d'écrire en France de gauche à droite et horizontalement, au Japon, il est tout à fait normal d'écrire de droite à gauche et verticalement. N'empêche qu'il n'y a aucun des deux codes qui doit prévaloir sur l'autre. La deuxième conséquence pour moi de cette règle, il est interdit de se tromper, c'est qu'elle implique une très mauvaise estime de soi. Je voudrais juste que vous fassiez appel à vos souvenirs et que dans vos souvenirs, vous essayiez de faire remonter une mauvaise copie que vous avez eue, une mauvaise dictée, un mauvais contrôle de maths. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez ressenti à ce moment-là, de ce que vous avez ressenti quand on vous a remis votre copie, quand vous avez vu la note, toutes les notes en rouge, et qu'il a fallu en plus que derrière vous alliez la vendre à vos parents. Rappelez-vous de ce que vous avez ressenti à ce moment-là, peut-être de l'injustice, mais certainement de la colère, de la déception, et au final une très mauvaise image de vous-même. Ma fille, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Inès, dont je vous ai parlé, est rentrée donc en CE1. Elle a commencé à faire des dictées en français, sauf qu'elle n'avait jamais fait de dictée en français avant, parce qu'elle avait toujours étudié en anglais. Donc pour elle, le français et les dictées en français, l'orthographe, etc., c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc forcément, les premières dictées ont été assez catastrophiques. Et d'ailleurs, pas seulement les premières, toutes celles qu'on suivit aussi. En fait, nous, en tant que parents, à force de s'acharner justement sur ces échecs, sur ces mauvaises notes, à force que la maîtresse aussi s'acharne sur elle et lui fasse faire des lignes de mots, des lignes d'orthographe, de correction, etc., eh bien ma fille s'était tout simplement convaincue qu'elle était nulle en dictée en français. Et que ça ne servait même pas d'essayer de changer les choses, elle était juste nulle. Et puis récemment, en fait, elle a discuté avec une amie à nous, et cette amie lui a dit « Mais c'est bizarre, parce qu'avant, tu avais de très bonnes notes en dictée en anglais. Donc je ne comprends pas pourquoi tu as ce problème aujourd'hui. » Effectivement, ma fille a commencé à réfléchir, et elle s'est dit que oui, effectivement, elle avait déjà été capable d'avoir des bonnes notes, elle avait déjà été capable de travailler sur ce domaine. Et donc à la réflexion, peut-être qu'elle était capable de faire. Et donc elle a commencé à travailler. La semaine suivante, elle a commencé à travailler ses mots en orthographe. Elle est revenue avec un 16/20 en dictée. Et très récemment, et ça s'est passé il y a très peu de temps, et vous voyez la date de cette dictée au 17 octobre, elle est revenue avec son premier 20/20 en dictée. Et ce qu'a fait notre amie ici n'a rien de sorcier, ça n'a rien de magique. Ce qu'a fait notre amie, c'est qu'au lieu de se focaliser sur les erreurs et sur les échecs de notre fille, elle a tout simplement attiré son attention sur ses réussites et sur ses forces. Et c'est comme ça qu'elle lui a changé petit à petit l'image d'elle-même et qu'on a réussi à avoir ce genre de résultat. La troisième conséquence, pour moi, de cette règle, il est interdit de se tromper, c'est le manque d'autonomie face à l'erreur. Je suis ingénieure de formation, ingénieure qualité. Et dans mes 10 ans en industrie, j'ai eu l'occasion de travailler sur des méthodes de qualité japonaises, et notamment ici, comme vous pouvez le lire, le Jidoka. Donc Toyota a travaillé sur une méthode de qualité au travers de la ligne de production d'assemblage de voitures. Et dans le Jidoka, il y a une particularité que j'apprécie beaucoup, qui est de dire que les opérateurs, donc dans une ligne d'assemblage, au lieu de leur mettre un contrôleur en fin de chaîne qui va dire si oui ou non la voiture est de qualité ou pas, c'est chaque opérateur à sa chaîne, à son poste, qui va avoir la responsabilité de son contrôle. Il va faire son contrôle lui-même. S'il trouve une erreur, s'il détecte une erreur, il a même le droit d'arrêter la chaîne en tirant sur une petite ficelle, de réparer ses erreurs pour ne passer à son voisin que des produits conformes. Quel est le lien entre l'opérateur Toyota et les enfants dans l'éducation?
Eh bien, en fait, votre enfant dans l'éducation est exactement à la place de cet opérateur sur la chaîne. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met un contrôleur en fin de chaîne. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui met toujours un adulte. Le maître, la maîtresse, les parents. Et c'est cet adulte qui va vérifier son travail. Et en fait, quand l'enfant travaille et qu'il essaie de ne pas faire d'erreur, il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour faire plaisir à l'adulte. Il le fait pour éviter de décevoir l'adulte, pour éviter de se faire réprimander par l'adulte. Je vous ai ramené ici la photo d'un matériel que mes filles utilisaient dans leur classe à Tokyo, qui est un matériel de mathématiques tout simple. C'est un ensemble de petites cartes sur lesquelles des opérations sont proposées aux enfants. Les enfants posent leur opération, calculent leur résultat, et ils n'ont qu'à retourner la fiche pour vérifier leurs résultats. Alors peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être qu'ils vont voir qu'effectivement ils ont fait une erreur, ils vont refaire leur opération, mais en tout cas le sentiment qu'ils auront à ce moment-là, peut-être un petit problème d'estime de soi, mais rien à voir avec ce qu'ils pourraient ressentir si c'est un adulte qui leur avait dit « ici tu t'es trompé, et c'est moi qui vais te donner le résultat ». Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. Nos enfants doivent devenir autonomes par rapport à ça. Ils doivent être capables de détecter leurs erreurs tout seuls. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent des adultes qui attendent toujours d'une autre personne de savoir si leur travail est bon ou pas bon. Et la dernière conséquence est pour moi le manque de persévérance. Quand je suis rentrée d'Asie l'année dernière, j'avais le projet d'ouvrir une école internationale pour partager avec d'autres enfants ce que mes filles avaient vécu à l'étranger. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé à l'obtention de subventions, d'agréments, d'autorisation de la mairie, recruter des instituteurs, recruter des familles, commander du matériel, commencer ma communication. Et j'avais même fait faire 3 t-shirts. J'avais transformé mes filles en hommes sandwich, avec le logo de l'école devant, au dos duquel j'avais fait floquer « Ouverture prévue en septembre 2011 ». Sauf qu'en juin 2011, le propriétaire du local que je devais louer m'a tout simplement annoncé qu'il ne voulait plus me louer le local. Et donc cette rentrée 2011, elle est tout simplement tombée à l'eau. Mais de ce premier échec, j'ai tiré beaucoup d'enseignements, notamment sur ma façon de travailler, sur les objectifs à fixer, sur le planning, sur la communication. Et aujourd'hui, je repars sur un nouveau projet en appliquant justement les enseignements que j'ai tirés de ce premier échec. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Winston Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est ça que nous voulons apprendre aujourd'hui à nos enfants. C'est ça que nous voulons pour les adultes qu'ils vont devenir. C'est qu'ils soient capables d'aller de l'avant, de faire des erreurs, de vivre avec ces erreurs, mais de continuer à avancer. Il y a celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas, c'est ce qu'on dit toujours. Mais c'est vrai, si on interdit aux enfants de se tromper, ils n'ont plus qu'à rester là et à ne plus se lancer dans rien. Ce que je voulais vous dire, c'est que les enfants que nous avons aujourd'hui autour de nous sont la société de demain. Et si nous voulons que cette société de demain soit formée d'adultes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se lancer dans des nouvelles choses, qui n'auront pas peur de prendre des risques, qui n'auront pas peur de l'échec, du regard de l'autre, eh bien il est temps de changer notre message. Et c'est pourquoi je vous propose, dès aujourd'hui, d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fin d'interdiction. Une ère dans laquelle nous allons donner à nos enfants le droit de se tromper. Merci.